Donc, merci beaucoup, professeur Chaben. Je remercie à mon tour le comité d'organisation de la STGO de m'avoir convié encore une fois à cet agréable congrès. Donc, on m'a confié une question piège. Donc, la coupe 4 cavités normale atteste-t-elle d'un cœur fœtal normal? Je vais essayer d'y répondre. Passer après le docteur David n'est pas évident, donc j'espère pouvoir y répondre correctement. Donc, commençons par l'historique de cette coupe 4 cavités. Justement, le diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales a commencé dans les années 80 et ça a commencé par cette coupe 4 cavités. Et on considérait que cette coupe-là, c'est une coupe phare, c'est une coupe clé qui permettait le screening des cardiopathies congénitales. Malheureusement, après, pas malheureusement, en tout cas, après les publications surtout de Yu et de Yagel, comme a démontré le professeur Nadine, cet enthousiasme a commencé à être un peu plus réaliste et on a su que cette coupe 4 cavités ne peut pas répondre à toutes les questions et d'où l'intérêt, donc, justement, d'étudier les voies d'éjection et les gros vaisseaux. Donc voilà, et justement, sur les recommandations de la CNEOF ou encore sur les recommandations de l'ICE de 2023, on retrouve justement que cette coupe 4 cavités n'est pas suffisante et on a inclus l'étude des voies d'éjection, que ce soit l'étude de la voie d'éjection gauche, la voie d'éjection droite, les coupes des 3 vaisseaux et la coupe des 3 vaisseaux trachés, pour avoir un screening prénatal, séquentiel, segmentaire, qui va aborder le cœur étage par étage pour ne pas passer à côté donc, de cardiopathies congénitales qui peuvent être parfois assez graves avec une coupe 4 cavités tout à fait normale. Donc justement, comment obtenir cette coupe 4 cavités? Dr David l'a bien démontré. On va commencer bien sûr par étudier la position du fœtus dans le ventre de sa maman pour définir la latéralité droite-gauche. Donc vous voyez la main de l'opérateur, comment elle va repérer. On va repérer tout d'abord donc l'estomac du fœtus et par la suite on va faire un balayage, ce qu'on appelle un swipe progressif, en allant donc de l'étage abdominal vers la tête de l'enfant. Et là, on va tomber directement sur la coupe 4 cavités, voilà. Et par la suite, si on termine notre translation vers la tête du fœtus, on va retrouver les différentes coupes que Dr David a bien décrites. Donc déjà, commençons par définir c'est quoi une coupe 4 cavités normale. Donc après avoir défini le situs de l'enfant, la latéralité droite-gauche du fœtus, on va bien s'assurer que le cœur n'occupe pas plus qu'un tiers donc, du thorax pour dire qu'il n'y a pas de cardiomégalie. On va trouver un peu de liquide péricardique qui va entourer le cœur. Normalement, ça doit être inférieur à 2 mm. On va l'observer essentiellement en fin de grossesse et il est visible surtout en télésystole et s'efface en diastole. Le cœur va occuper l'hémithorax gauche et on va essayer de repérer l'axe du cœur en traçant des lignes virtuelles. Vous voyez une ligne virtuelle qui va passer par la vertèbre, d'où la nécessité de bien faire la coupe 4 cavités en voyant la vertèbre. Et par la suite, on va tracer une ligne virtuelle, vous voyez la ligne rouge qui va passer par le septum interventriculaire. Et l'axe du cœur, il doit être dévié de 45 degrés vers la gauche pour parler d'un axe du cœur qui est normal. Si l'axe est dévié à plus que 90 degrés, on parle de lévocardie. Si l'axe il est plutôt dévié vers la droite, on parle de dextrocardie. Voilà, après avoir analysé donc le cœur dans sa globalité, on va s'attarder sur les différents étages de cette coupe 4 cavités. On va commencer par l'étude des oreillettes. Les deux oreillettes doivent avoir une taille à peu près similaire. On va observer la valvule de vieux sens ou la valvule du foramen ovale qui va bomber vers l'oreillette gauche, puisque le remplissage de l'oreillette gauche se fait aux dépens de l'oreillette droite au cours de la vie fœtale. Et on va analyser ce septum interauriculaire, particulièrement ce que j'ai mis en cercle jaune, la partie basse du septum interauriculaire, ce qu'on appelle le septum primum, qui fait partie intégrante de la croix du cœur. Et si on a un défaut de ce septum primum, il faut évoquer justement le spectre des CAV, des canaux atrioventriculaires. Et là, en l'occurrence, vous avez un défect au niveau du septum primum avec un CAV partiel. Il ne faut pas oublier donc d'étudier les veines pulmonaires en passant sur l'étage auriculaire. Et justement, on va voir ce sinus veineux pulmonaire avec l'arrivée des deux veines pulmonaires inférieures qui vont rejoindre l'oreillette gauche et ça va donner cet aspect un peu rectangulaire à l'oreillette gauche, contrairement à l'oreillette droite qui va avoir un toit plutôt arrondi, lisse, contrairement à l'oreillette gauche qui va avoir plutôt un toit qui est plutôt rectangulaire. J'insiste sur le fait qu'il faut utiliser plutôt le mode 2D plutôt que le mode couleur, puisqu'on peut avoir beaucoup de faux négatifs justement par le Doppler couleur. Et je vous invite justement à voir cet excellent papier de l'équipe de Rouen avec le docteur David sur le dépistage justement et les signes clés pour ne pas passer à côté de l'RVPA total.
Passons maintenant à l'étage ventriculaire de cette coupe 4 cavités. Qu'est-ce qu'on va voir? Justement, on va repérer les deux ventricules avec leurs caractéristiques anatomiques. Ici, vous voyez le ventricule gauche qui est plutôt en forme allongée en banane. Le ventricule droit, il a une forme plutôt triangulaire avec un aspect qui est comblé par cette bandelette de muscle, la bandelette modératrice, qui est un marqueur anatomique du ventricule droit. Les ventricules doivent normalement être équilibrés. On va voir qu'on peut avoir une petite asymétrie ventriculaire en fin de grossesse. Sur la coupe 4 cavités, il faut analyser l'intégrité du septum interventriculaire en allant de l'apex vers la croix du cœur, justement pour ne pas passer à côté des communications interventriculaires. Par la suite, on va s'attarder un peu sur les valves mitrales et tricuspides en analysant ces valves-là, le décalage mitro-tricuspide. On reconnaît la valve tricuspide par ses attaches septales, donc on a des cordages qui vont s'attacher sur le septum interventriculaire et les plus bas situés, les plus apicales, contrairement à la valve mitrale qui est plus haut située vers l'oreillette gauche et elle n'a pas d'attache, elle ne prend pas d'attache sur le septum. Voilà pour l'intégrité du septum interventriculaire. On peut trouver des petites CIV musculaires, comme ici. Donc une petite CIV musculaire apicale, aucune conséquence hémodynamique. Ce sont des CIV toutes bénignes, toutes gentilles, qui peuvent se fermer au cours de la vie fœtale ou au cours des premiers mois de vie. Contrairement à ces CIV-là, ce sont les CIV d'admission ou les CIV de l'inlet. Vous voyez qu'il y a une bonne partie du septum interventriculaire qui manque au contact des VAV, avec donc un anneau commun, une CIA ostium primum large, une CIV d'admission, ce qui nous donne le diagnostic de CAV complet. Donc là, il faut faire le diagnostic, il faut demander aussi le dépistage de la T21. La symétrie ventriculaire, on a dit que sur la coupe 4 cavités normale, normalement les ventricules ils sont équilibrés, surtout au cours du deuxième trimestre. Donc toute asymétrie au cours du deuxième trimestre, elle est plutôt pathologique. Par contre, on peut avoir une asymétrie ventriculaire au cours du troisième trimestre. Là, par exemple, sur la première boucle, c'est une petite asymétrie ventriculaire, ici, avec une échographie postnatale qui est complètement normale. On avait une crosse qui est normale sur l'écho anténatal. On voit qu'il y a une asymétrie droit-gauche avec un VD un tout petit peu plus large que le ventricule gauche, mais après, en postnatal, le cœur était strictement normal. Contrairement à cette deuxième vidéo, où vous voyez qu'il y a une asymétrie franche entre le ventricule droit qui est très dilaté, le ventricule gauche qui est refoulé par ce ventricule droit, et là c'était justement un diagnostic de coarctation néonatale avec un état de choc cardiogénique néonatal, donc c'était une évolution postnatale aussi qui concorde avec les données prénatales. La forme extrême, on peut avoir une asymétrie extrême des ventricules, et là vous voyez un ventricule gauche qu'on peine à trouver, donc un tout petit ventricule gauche poupée, il ne fait rien du tout, alors que le ventricule droit il est très dilaté, et on voit ça essentiellement dans les hypoplagies du cœur gauche. Après avoir vérifié l'intégrité du septum interventriculaire, il faut bien regarder aussi donc l'aspect du muscle cardiaque. On peut trouver des masses à l'intérieur donc de la paroi du ventricule gauche. Et là, vous pouvez deviner plusieurs masses arrondies qu'on va repérer au niveau de la paroi du ventricule gauche et du ventricule droit. Et là, ça va nous faire évoquer les rhabdomiums dans le cadre de la sclérose tubéreuse de Bourneville. On finit l'étude de l'exploitation de cette coupe 4 cavités par l'analyse du rythme cardiaque fœtal. C'est très facile à recueillir. Il suffit d'utiliser le tir Doppler en le mettant sur une valve auriculo-ventriculaire ou sur une valve semi-lunaire aortico-pulmonaire. Et là, on va recueillir donc les différentes ondes que je vais vous montrer. Donc là, en EA, on a le Doppler mitral avec l'onde E qui représente le remplissage passif de l'oreillette gauche, l'onde A qui représente la contraction auriculaire, ce qui est représenté par l'onde P sur le CG de surface, et l'éjection systolique, que ce soit aortique ou pulmonaire, ça dépend donc de la valve qu'on a utilisée. Et là, on peut analyser bien sûr la fréquence cardiaque qui doit être entre 120 et 160 battements par minute et on peut mesurer l'intervalle PR qui peut être intéressant dans certains cas de troubles conductifs. Voilà, la coupe 4 cavités peut nous faire le diagnostic des TSV fétales comme c'est le cas de flotteur atrial ou encore des cas de BAV dans le cadre de lupus maternel. Là, vous voyez qu'on a pris l'intervalle PR et qu'il est franchement allongé. Il atteint 180 millisecondes chez une mère lupique. Voilà, quand même, la coupe 4 cavités a permis de répondre à pas mal de questions. Donc, pourquoi
pourquoi cette coupe 4 cavités peut être défaillante, pourquoi on peut passer à côté de certaines cardiopathies congénitales malgré une coupe 4 cavités normale, entre guillemets. Il y a plusieurs papiers intéressants. Je vous montre ce papier-là de l'équipe de Californie qui date de 2009. Là, on a étudié 200 enfants, 200 nouveau-nés qui ont une chirurgie néonatale et on a remarqué que 60% avaient une coupe 4 cavités anormale contre 91% qui avaient une coupe anormale des voies d'éjection. Et les auteurs ont justement conclu que les anomalies des voies gauches, donc les anomalies sur les voies des voies gauches, elles sont associées à des cardiopathies où le dépistage néonatal fait toute son importance, puisque ce sont souvent des cardiopathies qui sont ductodépendantes. Voilà un tableau qui résume presque 19 études où on a cherché les anomalies qu'on peut louper si on a une coupe 4 cavités normale. Et vous voyez ici, donc on peut louper quand même des cardiopathies qui sont assez graves, comme le RVPA total, comme la transposition des gros vaisseaux, la coarctation de l'aorte, ou encore la tétralogie de Fallot ou le troncus. Pourquoi ? Le pourquoi des choses. Pourquoi on peut se louper si on a une coupe 4 cavités normale ? Premier argument ou première explication, on n'a pas bien fait la coupe 4 cavités, donc c'est un examen qui n'a pas été bien fait, on n'a pas respecté les règles de normalité de la coupe 4 cavités. Deuxième explication, on s'est un peu précipité, donc c'est une anomalie évolutive in utero et on a fait l'examen un peu précocement, donc il faut le refaire pour chercher l'anomalie. Et troisième explication, et la plus importante, c'est que la structure qui comporte l'anomalie, elle n'est pas vue en 4 cavités et c'est une anomalie qui intéresse que ce soit les voies d'éjection ou encore les gros vaisseaux. Donc première explication, l'examen est inadéquat, on n'a pas optimisé notre image. Donc je vous invite, on se redit aussi, donc il faut toujours essayer d'utiliser le zoom, il faut essayer de faire un balayage progressif du cœur et il faut utiliser surtout le ciné-loop pour évaluer les différents cycles de phase cardiaque. Et le meilleur moment pour faire l'échographie cardiaque fétale, ça reste entre la 20e et la 22e semaine de gestation. Bien sûr, on peut voir le cœur fœtal bien avant, vers la 12e, 14e, mais pour avoir un examen optimal, il faut essayer d'avoir donc un âge de gestation adéquat. Voilà la deuxième explication, ce sont les anomalies qui sont évolutives in utero. Et là, je vous montre un cas d'APSI. Donc, je l'ai vu au T2, première vidéo. Voilà. Donc, on avait un VD limite, il est hypertrophié, l'oreillette droite, elle est assez dilatée. Et je vous montre son ventricule droit à la fin du 3e trimestre. C'est un VD croupiant, rempli de muscles, avec une atrésie de la valve tricuspide. C'est une valve qui s'ouvre à peine, et vous voyez la différence entre ce ventricule droit au 2e trimestre et ce ventricule droit au 3e trimestre. Troisième explication, pourquoi la 4 cavités peut être normale alors qu'on a une cardiopathie sévère, c'est qu'on n'a pas analysé les voies d'éjection et les gros vaisseaux qui font partie intégrante de l'examen échographique de dépistage. Justement, pour analyser la concordance ventriculo-artérielle, il faut faire la coupe du LVO2 ou la coupe de la voie d'éjection gauche pour analyser cette continuité. Dr David, elle a bien insisté là-dessus, donc la continuité septo-aortique. Donc on doit voir donc, un vaisseau qui ne se bifurque pas, qui naît du ventricule morphologiquement gauche, qui va partir à droite et par la suite qui va faire sa convexité à gauche et descend à gauche du rachis. Si on a une aorte à cheval, il faut ouvrir tous les tiroirs des cardiopathies conotroncales, donc il faut bien avoir cette coupe-là pour ne pas passer à côté des cardiopathies conotroncales. La coupe de la voie droite, donc en complétant le balayage plus en antérieur, on va avoir la coupe donc, de la voie pulmonaire qui va naître donc, du ventricule droit avec une artère pulmonaire qui se bifurque en 2 branches. Il faut bien voir le croisement donc, des deux vaisseaux pour ne pas passer à côté de la transposition des gros vaisseaux et finir par la coupe des 3 vaisseaux et 3 vaisseaux trachés pour analyser, bien sûr, les relations topographiques des différents vaisseaux de l'aorte, de l'artère pulmonaire et de la veine cave supérieure. Donc, notre examen du cœur fœtal, ce n'est pas un examen statique, c'est un examen qui doit être dynamique. On ne doit pas se limiter à une coupe 4 cavités. Il faut faire notre balayage en allant de l'estomac de l'enfant vers le côté céphalique en passant par la coupe 4 cavités, la coupe donc, de la voie d'éjection gauche, la voie d'éjection droite, la coupe des 3 vaisseaux, en allant vers la coupe des 3 vaisseaux trachés. Donc, voyons qui sont les méchants qui peuvent se cacher derrière cette coupe 4 cavités normale. On va voir quelques exemples de cardiopathie assez sévères, avec un diagnostic donc, anténatal qui implique une prise en charge postnatale assez urgente.
Je commence par ce premier cas. Donc, une coupe 4 cavités, elle n'est pas tout à fait très belle. On n'a pas toujours de belles images. Mais quand même, on voit deux ventricules assez équilibrés. J'ai une intégrité du septum interventriculaire. La partie basse du septum interauriculaire, je la vois. Grosso modo, rien d'alarmant. On essaie d'aller un peu plus haut. Et là, on essaie de dégager justement la naissance des gros vaisseaux. Et on est frappé rapidement par cet aspect parallèle des deux gros vaisseaux. Donc, juste, il suffit de faire un swipe ou un balayage de la coupe 4 cavités en allant vers la tête du fœtus, et on va dégager deux vaisseaux qui sont parallèles, ce qu'on dit en canon de fusil, ce qui va nous faire évoquer la transposition des gros vaisseaux. Et on repère un vaisseau qui va se bifurquer. Donc, il y a une artère pulmonaire qui naît du ventricule morphologiquement gauche, alors que l'aorte, qui ne se bifurque pas et qui décrit sa crosse, elle naît du ventricule morphologiquement droit. Et là, on a repéré justement le ventricule droit qui donne naissance à un vaisseau qui ne se bifurque pas et qui décrit une crosse, alors que le vaisseau qui se bifurque et qui donne deux branches, il va naître du ventricule morphologiquement gauche. Et là, c'est le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux qui est défini par une discordance ventriculo-artérielle avec deux circulations qui sont en parallèle, ce qui n'est pas compatible avec la vie postnatale. Et la vie prénatale, elle est possible grâce aux shunts qui sont voués à se fermer au cours des premières heures, premiers jours de vie, d'où la nécessité de faire le diagnostic anténatal pour organiser l'accouchement dans les meilleures conditions et entamer justement une perfusion de prostaglandine pour maintenir la perméabilité du canal et faire une atrioseptostomie de Rashkin dans les plus brefs délais. Le diagnostic anténatal, on va avoir une coupe 4 cavités, comme vous avez vu, qui est normale et qui ne prête à aucun doute. Par contre, c'est essentiellement l'aspect parallèle en canon de fusil des vaisseaux. Le premier vaisseau qui naît du ventricule morphologiquement gauche, il va se bifurquer, c'est une artère pulmonaire, alors que le vaisseau qui naît de façon plus antérieure du ventricule droit, c'est une aorte qui va décrire une crosse. Sur la coupe des trois vaisseaux, on va voir aussi une coupe 3 vaisseaux qui est pathologique. On va pas trouver l'aspect classique donc, de la coupe 3 vaisseaux et on va observer uniquement la veine cave supérieure et l'aorte, alors que la P, on ne va pas l'avoir sur la coupe des trois vaisseaux dans le cas de transposition des gros vaisseaux. Deuxième exemple, c'est un cas qu'on a eu avant-hier à la maternité de Sfax. Donc, la coupe 4 cavités, une coupe quasi normale, on voit bien l'arrivée des veines pulmonaires, une coupe assez standard. Et par la suite, en essayant d'aller un peu vers les gros vaisseaux, vous voyez l'aspect donc parallèle des deux gros vaisseaux, avec cette fois une communication interventriculaire sous-artérielle. Et là, on est devant donc une transposition complexe. Donc, on a une TGV avec CIV et avec un obstacle pulmonaire. Vous remarquez qu'il y a un petit aliasing sur la voie pulmonaire. On a la confirmation postnatale. Désolée pour les images, on les a appris au téléphone hier matin, juste avant de venir. Donc, la dame a accouché hier. C'était une transposition donc, des gros vaisseaux. Vous voyez l'aspect parallèle des deux gros vaisseaux. La CIV sous-artérielle. Voilà. Et l'aliasing sur la voie pulmonaire, malgré que les pressions pulmonaires sont encore élevées, mais on devine quand même que c'est une forme de transpo complexe avec CIV et RP. Troisième exemple, toujours une 4 cavités qui n'est pas très alarmante. Voilà, des ventricules qui sont assez équilibrés, mais en essayant de faire le balayage vers la tête de l'enfant, vous remarquez qu'on a les deux gros vaisseaux qui naissent majoritairement du ventricule de morphologie droite, avec une AP qui donne deux branches qui sont plutôt hypoplasiques. Et donc là, on est devant un ventricule droit à double issue. La définition anatomique, c'est que les deux gros vaisseaux naissent majoritairement du ventricule droit. C'est un spectre très hétérogène, ce n'est pas une seule cardiopathie, il y a plusieurs types de VDDI. On peut trouver des VDDI type phallo, des VDDI type transpo ou encore des VDDI type CIV. Donc c'est un spectre assez large, mais le fait de dégager les deux gros vaisseaux qui naissent à partir du ventricule droit va nous amener à demander un avis spécialisé et à faire une analyse plus spécialisée de la position des gros vaisseaux et de la CIV. Cinquième exemple, donc voilà, une coupe 4 cavités aussi pas très alarmante, mais vous voyez en allant un peu vers la tête de l'enfant, en essayant de dégager les gros vaisseaux, vous voyez qu'on a un vaisseau qui est né entre les deux ventricules. Donc on a un vaisseau, ce qu'on appelle à cheval. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une aorte, c'est une AP, est-ce que c'est un tronc commun? En tout cas, on a un vaisseau à cheval avec une CIV conotroncale.
Voilà, on va essayer de voir donc, ce vaisseau-là, qu'est-ce qu'il donne. Donc, je vous avoue qu'on a eu du mal à voir, est-ce que c'est une aorte ou c'est un tronc artériel commun, parce qu'on n'a pas pu dégager du tout la voie pulmonaire. Donc, on était hésitant entre un troncus ou une abso de type C. Et finalement, en postnatal, c'était un tronc artériel commun. Et là, justement, le point clé, c'est de trouver cette aorte à cheval avec la CIV conotroncale. Et là, on est devant un spectre très très large de cardiopathie conotroncale, ce qu'on appelle les cardiopathies conotroncales, qui sont caractérisées par un mal-alignement de ce septum conal, qui est un septum qui va séparer l'aorte et l'artère pulmonaire. Et la malposition de ce septum va nous donner un spectre très large de cardiopathie. J'insiste sur l'association fréquente avec la microdélétion 22Q1.1 et la coupe clé, justement, c'est la coupe du LV-auto pour ne pas passer à côté de ces cardiopathies conotroncales qui souvent ont une coupe 4 cavités quasi normale. Voilà l'association fréquente avec le syndrome de Di-George. Donc c'est un spectre assez large de cardiopathie qui va dépendre de la position de ce septum conal. Voilà, le septum conal, c'est un bout de septum musculaire qui va séparer l'aorte et l'artère pulmonaire. Si ce septum il est basculé vers l'artère pulmonaire, il va créer un obstacle sur la voie pulmonaire. On va avoir une CIV conotroncale, une aorte à cheval avec un obstacle pulmonaire. La forme extrême du phallo, l'abso, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. Donc la bascule est extrême, elle va occlure complètement la voie pulmonaire et on va avoir donc une atrésie de la valve pulmonaire. Le troncus, avec une absence complète donc, du septum conal. Si le septum il est basculé plutôt en avant, il va créer plutôt un obstacle sous-aortique et on va avoir une interruption de l'arche qui est aussi donc, une forme de cardiopathie conotroncale. Dernier exemple, je pense, une coupe 4 cavités aussi qui semble normale, mais vous repérez qu'on a, ça va revenir, qu'on a ici, donc un sinus coronaire qui est assez dilaté. Voilà. Donc, on essaie d'aller vers la coupe, donc de dégager les gros vaisseaux, d'aller vers la coupe des 3 vaisseaux. Et là, on va repérer un 4e vaisseau à gauche de la trachée, de la paix. Donc, vous voyez l'artère pulmonaire qui se bifurque, l'aorte, la veine cave supérieure, et ici un 4e vaisseau qui est en l'occurrence la veine cave supérieure gauche. Dr Nadine a bien insisté sur le fait que sur le plan hémodynamique, c'est pas grave en soi, mais ça peut être un signe d'appel de certaines anomalies, que ce soit cardiaques ou extracardiaques, avec particulièrement les syndromes d'hétérotaxie, les cardiopathies conotroncales qui sont fréquemment associées à la VCS gauche, les anomalies extracardiaques, surtout l'atrésie de l'œsophage, des syndromes génétiques comme la trisomie 21 ou le syndrome de Bactrel, et d'autres anomalies. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.